Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la série Star Wars Les Aventures des Freemakers, une série Lego qui cache pas mal de secrets et références plutôt intéressantes. On va légèrement revenir aux origines du partenariat Lego et Star Wars. Tout commence en 1999 à la sortie de l'épisode 1. Comme pour la trilogie originale, Lucas compte sur les produits dérivés pour accompagner la sortie de son nouveau film, et il signe avec le groupe Lego pour produire des sets de l'épisode 1 et de la trilogie originale. Pour les rares personnes qui ne sauraient pas encore ce que c'est, les Lego sont une gamme de petites briques en plastique qu'on assemble pour faire des trucs moches ou des merveilles. Et le public prend, et la gamme Star Wars Lego devient l'une des plus vendues de l'entreprise. Ils renouvellent quasiment chaque année depuis maintenant 24 ans. En 2005 sort leur premier court-métrage d'animation, La Revanche des Bricks, de la 3D et de l'humour. Ils en sortent plusieurs, plus ou moins bien, et en 2011 sort La Menace Padawan, plus long, 22 minutes. Une parodie mais qui souhaite nous raconter une histoire, celle de la rencontre entre Yoda et un jeune Han Solo. Puis en 2012 sort L'Empire en vrac, pareil, une vingtaine de minutes. Ça prend et Lego produit en 2013 une série, Les Chroniques de Yoda, racontant l'histoire d'un clone rendu sensible à la force grâce à des cristaux Kyber. Jake 14, que Dooku tentera de corrompre mais qui préféra aider Yoda et Obi-Wan et plus tard Luke à diverses reprises. Il possédait un pouvoir particulier, pouvoir assembler des objets pour créer des merveilles, avant de s'isoler sur une planète inconnue. Et c'est dans cette série que l'on voit pour la première fois le Temple Jedi utilisé comme palais impérial. Une idée qui sera reprise dans le canon en 2017 dans la série de comics Dark Vador. Comme quoi, même des histoires Lego peuvent influencer l'histoire de Star Wars. Puis en 2015, ils sortiront une petite série, Les Contes de Droïdes. Lego et Star Wars, c'est une grande histoire d'amour. Avec ses petits succès, Disney commande une nouvelle série à Lego, et c'est Bill Motz et Bob Ross qui vont s'en charger. La série se passe entre les épisodes 5 et 6, et on y suit une famille de jeunes mécaniciens, 2 frères et une sœur. Xander, l'aîné, à peu près 16 ans, un mécano très doué, dragueur et un peu tête en l'air. Cordy, 15 ans environ, fait tout son possible pour trouver les bonnes affaires et maintenir un équilibre financier pour sa famille. Et enfin Rowan, 12 ans, très facilement déconcentrable. Comme je le disais, une famille de mécanos et pilleurs d'épaves qui vivent en indépendance, sans leurs parents, dans une station spatiale, Laroux. Bien connue de l'univers légende, Laroux fit sa première apparition en 1978 dans le 18e numéro de la série Star Wars de 77, et réutilisé dans d'autres séries de comics par la suite. Bref, ils y vivent dedans et y tiennent un atelier de réparation avec un droïde B1 vétéran de la guerre des clones, R0GR, dit Roger ou 5 sur 5 en français. L'intrigue de la série commence lorsque les Freemakers se rendent sur Nal Napok, où des vestiges d'une bataille auquel a participé Roger pendant la guerre des clones se trouvent. Sur la planète, Rowan sent quelque chose l'appeler. Facilement perturbable, il lâche son frère et sa sœur et suit cet appel, qui le mène à un manche de sabre laser un peu particulier, et une femme qui se présente comme une Jedi, Nahare. Elle lui explique que le manche n'est qu'une partie d'une très puissante arme, le sabre Kyber, créé par le Jedi Burt Cantu des millénaires avant. Un sabre dont la lame était constituée de cristaux Kyber et était capable d'envoyer un très puissant jet, qui pouvait briser des montagnes, mais lorsqu'il découpa par accident une lune en deux, il comprit que cette arme devait être détruite. Il brisa la lame et cacha avec l'aide de d'autres Jedi tous les morceaux dans toute la galaxie. Rowan venait d'en retrouver la base. Nahare fut impressionné par la capacité du jeune garçon à être attiré par le sabre. Elle lui proposa de lui apprendre à manier la force s'il acceptait de l'aider à retrouver tous les morceaux du sabre Kyber. Vous doutez bien qu'aucun Jedi ne voudrait retrouver cette arme. Nahare était une disciple du côté obscur envoyée par Dark Sidious. Et Rowan trouvera par lui-même un cristaux dans la ceinture d'astéroïdes de Belgaroth. Mais il fut capturé par le cousin de Jabba, Graballa le Hutt, un autre antagoniste de la série dont le rêve est d'ouvrir un hôtel de luxe. Il interrogea Rowan qui, de toute sa maladresse, expliqua sa quête du sabre Kyber. Graballa en fut grandement intéressé, mais on reviendra sur lui après. La série mettra souvent en scène des héros bien connus. Lando fut le premier, qui donna pour mission aux Freemakers de retrouver une de ses capes sur Bespin, ce qui nous permet de voir la Cité des Nuages après l'évacuation de l'épisode 5. Dans un épisode, ils vont sur Kashyyyk et sur des écrans sont mentionnés plusieurs Wookiees, dont Lowbacca, une des futures Jedi du Nouvel Ordre de Luke, Yaroua, le sénateur Wookiee dans l'épisode 1 et 2, Tarful que je ne présente pas, Jakaru, un personnage de The Old Republic, et Lumpawaro, le fils de Chewbacca. Et d'autres, un peu moins intéressants. Ensuite, ils feront équipe avec Leia et Luke. Rowan apprendra quelques rudiments sur la Force grâce à Luke, ce qui lui permit ensuite de comprendre que Nahare était une alliée des Sith et de s'en méfier. Il en parlera à son frère et sa sœur et tentèrent de s'enfuir discrètement, mais Nahare avait besoin de Rowan pour trouver tous les morceaux du sabre Kyber. Nahare s'allia avec Graballa pour trouver les Freemakers et ils les trouvèrent sur Tatooine, puis sur Takodana, où ils avaient fait la rencontre de Hondo Ohnaka. Mais avant d'avoir plus de problèmes, Maz leur conseilla d'aller voir le maître de Zo, qui pourrait sûrement aider Rowan dans la compréhension de son pouvoir.
Avant ça, ils eurent comme idée d'empêcher Narée de compléter le sabre Kyber en trouvant avant elle les cristaux. Ils trouvèrent un cristal sur Naboo et un autre sur Ningos. Mais Narée leur volait à chaque fois dans les minutes qui suivaient. L'acolyte Sith avait installé un émetteur sur le droïde Roger. Il ne manquait plus qu'un cristal pour compléter le sabre Kyber et il se trouvait sur Hoth et Narée le savait. Mais Rowan écoutait le conseil de Maz et ils se rendirent sur Zo. Arrivés sur place, ils admirèrent de grandes structures et ils firent la rencontre de leur créateur, le clone Jek 14. Et oui, ils ont fait un sacré lien avec leur précédente série. Jek s'était isolé sur Zo où il utilisait la force et son pouvoir de construction pour créer plutôt que détruire. Il y réparait aussi toute carcasse de droïdes qui atterrissait sur Zo. Comme l'Autominor dans The Clone Wars, Zo était une planète décharge. Jake accepta de former comme il le pouvait Rowan au pouvoir de construction, lui matérialisant ce qu'était le côté obscur et le côté lumineux selon son point de vue, et lui apprit à construire grâce à la force des formes diverses. Mais c'est sur Zo que Roger se rendit compte qu'une balise lui avait été implantée dans le dos et il la désactiva, ce qui fit débarquer Narée qui prit peur de perdre le seul être connu à repérer les cristaux par la force. Jake s'interposa entre elle et Rowan et laissa le temps au Freemaker de fuir en direction du dernier cristal manquant sur Hoth. Narée vainquit le clone et le laissa dans les décombres avant de prendre la direction de Hoth. Les Freemakers trouvèrent le dernier cristal et tentèrent de se cacher dans l'ancienne base Echo de l'épisode 5. Le temps que Narée arrive, Rowan mit en pratique ses nouvelles compétences et utilisa ses pouvoirs de construction pour réassembler un AT-AT qui fut ressoudé en même temps par son frère et sa sœur. Mais la puissance de feu de Graballa eut raison d'eux et ils essayèrent une dernière chose. Ils donnèrent le cristal manquant à Narée et fuirent discrètement après. Narée, aveuglée par ses ambitions et sa trop grande confiance en elle, ne perçut pas le piège. Le cristal n'était qu'un cristal de glace, pas de Kyber. Maintenant considérés comme des fugitifs, les Freemakers cherchèrent un coin reculé pour se cacher de l'Empire. De son côté, sans prévenir sa famille, Rowan partit avec Roger et le dernier cristal en exil pour que le sabre Kyber ne soit jamais reconstitué. Tel est ce qu'aurait fait un vrai Jedi. Il en profita pour s'entraîner à différents styles de combat en imitant les Jedi Mace Windu, Kit Fisto, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker que Roger avait affrontés pendant la guerre des clones. Roger avait maintenu dans sa mémoire les combats et les projeta en hologramme, ce qui donna à Rowan de bons exemples de combat, surtout le style d'Anakin. Les deux aînés Freemakers se lancèrent à la recherche de Rowan sur différents mondes ou auprès de connaissances, mais personne ne l'avait aperçu. Ils décidèrent de rentrer sur la roue, seul refuge qu'ils connaissent. Mais l'espion Garindan, présent sur la roue, informa Graballa du retour des Freemakers sur la roue. Lui et Narée débarquèrent peu après, mais à leur grande surprise, pas de Rowan. Mais l'acolyte Sith savait comment attirer un être du côté lumineux, torturer ses proches. Elle commença par Cordy, puis Zander. Rowan ressentit la douleur de sa famille et se rendit sur la roue dans l'espoir de sauver son frère et sa sœur, en laissant au passage le cristal sur la planète où il s'entraînait. S'apprêtant à les torturer physiquement en les brûlant avec son sabre laser, Narée fut arrêtée par l'intervention de Rowan, qui déclara à Narée qu'elle ne trouverait jamais l'emplacement du cristal, car lui-même ne savait pas où il était. Roger eut la bonne idée de déclarer qu'il gardait en mémoire toutes les localisations où il se rendait. Narée se retournit contre tout le monde, même Graballa, et droïde n'a pas, Roger. Elle s'en servit pour trouver le dernier cristal et l'amener à son maître, pile le jour de l'Empire. Une journée où l'empereur et tous les impériaux fêtent la gloire de l'Empire, avec des défilés et autres festivités. Mais bien sûr, Narée est une apprentie Sith et une fois en possession de l'arme, elle se retourna contre son maître. Elle se dirigea vers Coruscant et grâce au sabre Kyber, elle détruisit 2 destroyers en orbite. L'empereur fut évacué, ce qui laissa le champ libre à Narée pour accéder à la salle du trône, et elle s'autoproclama impératrice. Mais elle fut vite arrêtée par Rowan, pas de garde dans le palais ça aide, qui se servit de son lien puissant avec les cristaux Kyber et il les attira à lui. C'est alors que l'empereur entra dans la pièce, lui incitant à céder à son côté obscur et à se débarrasser de Narée. Le cœur de Rowan appartient au côté lumineux, il sauta par la fenêtre et s'enfuit avec Cordy et Zander à bord de leur vaisseau. Sidious mit Rowan sur la liste des personnes les plus recherchées de l'Empire. Narée sera capturé par Graballa et terminera en trophée de carbonite comme Solo. Rowan tentera de se débarrasser du sabre Kyber en le jetant dans la lave sur Sulust. La série fera souvent des mentions et références telles que le siège de Selokami, les Ugly, un concept du légende, ce sont des vaisseaux constitués de plusieurs vaisseaux soudés entre elles, et c'est la première fois sous l'ère Disney que c'est mentionné avec le Z-Wing, le vaisseau de Zander, et sera réutilisé plus tard dans la série de comics Poe Dameron. Le nombre 1138 est aussi mentionné dans un épisode, ce nombre apparaît très souvent dans tout Star Wars, films, séries, comics, romans, jeux vidéo, c'est une référence à THX 1138, le premier film de George Lucas. Tout ça pour vous dire que la série est faite pour les fans, bourrée de références partout. Certes, elle est pour les enfants, mais l'histoire est quand même très sympa à suivre et les personnages très attachants. Toute la série a été écrite en collaboration avec Leland Chee et Carrie Beck, des responsables du Story Group Star Wars, qui cherchent à maintenir une cohérence dans tous les médias Star Wars tant bien que mal.
Cette série a une forme humoristique, mais un fond sérieux. Et là, je ne vous ai parlé que de la saison 1, la vidéo n'est pas finie. La seconde saison commence par 5 petits courts-métrages disponibles sur Disney+. On y voit les Freemakers rejoindre la rébellion aux côtés de Gal Akbar, Mon Mothma et Hera Syndulla. On découvre comment ils se sont fait à cette nouvelle vie auprès des rebelles, et les deux aînés se trouvent une bonne place en tant que techniciens dans le hangar du Home One. Mais Rowan, trop jeune, n'est pas assez pris au sérieux. C'est Hera qui lui conseillera d'aller dans les étages inférieurs du Home One et d'y trouver un vieil ami à elle. Dark Sidious de son côté est obstiné à retrouver Rowan et retrouver le sabre Kyber, plus que la fabrication de la seconde étoile de la mort. Il fit construire en secret un droïde assassin très sophistiqué, MOC, qui dans notre monde se traduit par My Own Construction, ou ma propre construction en français, qui est une appellation très courante chez les créateurs Lego. Bref, l'empereur effectue des tests devant Vador et une rivalité s'installe entre le cyborg et le droïde. MOC a été conçu pour trouver Rowan et ramener le sabre Kyber. Pendant ce temps, Rowan s'est rendu là où Hera lui avait conseillé d'aller, où il fit la rencontre de Quarry, un personnage de Star Wars Rebelle, concepteur de vaisseaux et maintenant membre de l'Alliance Rebelle. L'ambition de Rowan concernant la conception de vaisseaux plut beaucoup à Quarry, qui accepta de l'accompagner sur Tibalt chercher des pièces détachées récemment atterries là après une bataille. Mais sur place, MOC les y attendait, et réussit à capturer Rowan qui s'enfuit très facilement avec son sabre laser. Une nouvelle menace pour lui et sa famille. De retour au Home One, Rowan eut une vision dans son sommeil, celle d'un vaisseau capable de trancher n'importe quoi. L'Arrowhead. Il parla de son idée à Quarry qui l'invita à se rendre sur Alistan Nord, une ancienne planète où les bâtisseurs de la Force, un groupe de Jedi, y ont construit une cité à l'aide de la Force. Ce lieu était considéré comme l'un des plus beaux de la galaxie. Quarry pensait que cela aiderait Rowan à avoir une source d'inspiration pour décrire son vaisseau au Mon Cala. Et effectivement, Rowan eut une vision du passé, au moment où la cité était en meilleur état et sa vision de l'Arrowhead devint plus claire. Il pouvait maintenant se lancer dans la conception et la construction du vaisseau. L'Arrowhead serait un vaisseau armé d'un harpon à l'avant qui s'alimenterait grâce à un cristal Kyber et permettrait de trancher n'importe quoi. Plusieurs épisodes portent sur la recherche des pièces constituant le futur appareil. Ils y rencontrèrent Graballa, qui était maintenant au service de Vador. Ils se firent aussi de nouveau avoir par Hondo, qui cherchait un vaisseau corélien Defender, modèle visible dans The Old Republic. Il dura un moment retourné sur la roue où Wick Cooper, un riche homme, avait totalement transformé leur ancien atelier en restaurant. Après cela venait la recherche d'un cristal Kyber assez grand pour produire l'effet attendu. Problème, avec la construction de la nouvelle étoile de la mort, les sources connues sont vides. C'est durant une énième traque contre MOC que Rowan se servit de son puissant lien avec les cristaux pour les sentir à travers l'espace. Ils se crachèrent sur une planète au nom inconnu près de Terminus. Leur crash révéla que toute la surface de cette planète était bourrée de cristaux Kyber, mais pas celui de la taille que cherchait Rowan. Pendant que Roger et Zander réparent le vaisseau, Rowan et Cordy se rendent dans la grotte la plus proche. Comme toujours dans Star Wars, tu atterris toujours pile à côté de là où il fallait aller. Ah, la volonté de la Force. Cette grotte abritait un ancien temple Jedi. Les deux Freemakers s'y aventurèrent et Rowan finit par trouver un holocron, celui de Burt Cantu, le créateur du sabre Kyber. L'holocron mit en garde Rowan sur l'utilisation des cristaux, et c'est en levant la tête que Rowan vit la lune que Burt avait détruite par maladresse avec son arme. Rowan remit en question son idée de vaisseau. Serait-il trop dangereux? Mais Cordy lui fit reprendre espoir. Si ses intentions sont pures et visent à détruire le mal, alors il doit le construire. Se rappelant des enseignements sur la construction par la force de Jek, il créa à partir de plusieurs cristaux un énorme cristal Kyber. En route vers le Home One avec leur énorme cristal, ils arrivèrent dans une bataille. Si le cristal venait à être touché pendant la bataille, c'est toute la flotte de l'Alliance qui sauterait. Quarry fit appel au meilleur pilote de la flotte, la lieutenant Colvette Valeria, qui prit l'Arrowhead sans bouclier et partit avec les Freemakers sur la planète isolée la plus proche, Jakku. Sur place, ils assemblèrent en vitesse le vaisseau et sa nouvelle pièce et le testèrent sur un AT-ST. Le vaisseau paré, il retourna à la flotte rebelle sur le point d'être anéanti. Zander, accompagné de Rowan, testa le harpon de l'Arrowhead sur un destroyer stellaire et ça marche. L'Arrowhead est bien capable de détruire n'importe quoi. Il fend le vaisseau en deux et met en fuite le reste des impériaux. Toute la famille des Freemakers reçurent des promotions. Zander devint pilote de l'Alliance, Cordy devint quartier-maître d'Akbar et Rowan devint maître bâtisseur de vaisseaux. Le même grade que Quarry. Chacun dans son nouveau rôle, ils font des merveilles jusqu'au jour où MOC tendit un nouveau piège à Rowan. Manipulant une holoprojection, il fit croire à Rowan qu'une vieille amie à lui était en danger sur Calydon. Trop naïf, il tomba dedans, mais piège sur piège, Vador découpa MOC et captura Rowan à la place du droïde.
Sans l'autorisation des chefs rebelles, Cordy et Xander prennent l'Arrowhead pour se rendre sur Coruscant. Je vous passe les détails, mais l'indestructible MOC réussit à prendre l'Arrowhead aux Freemakers qui réussissent à s'enfuir du palais impérial. Ils lancèrent un appel à l'aide à l'Alliance, mais personne ne répondit, s'apprêtant à être détruits par leur propre vaisseau. Quarry les récupérèrent juste à temps, mais avant de passer un hyperespace, MOC réussit à coller un mouchard sur leur vaisseau et à les tracer jusqu'à Shantipol, l'ancienne planète où Quarry avait designé le B-Wing plusieurs années avant. La petite particularité de cette planète, c'est que son atmosphère désactive toutes les commandes des appareils qui font une chute libre jusqu'à reprendre le contrôle à une centaine de mètres du sol. Les Freemakers réussirent à faire tomber MOC dans un piège au prix de leur vaisseau et de l'Arrowhead. Malgré cela, et une tentative de raisonnement, MOC fabriqua un réacteur alimenté par le cristaux géant pour se rendre sur l'étoile de la mort en son cœur et y placer un bouclier. Ce bouclier qui empêcherait l'Alliance rebelle de détruire l'étoile de la mort s'il venait à tirer sur le cœur. Tout le dernier épisode se passe pendant l'épisode 6. Les Freemakers construisent un vaisseau à partir des pièces du Star Scavenger et de l'Arrowhead et se rendent au point de rendez-vous rebelle au-dessus de ce Lust, qui est vide. Mais Rowan sent quelque chose à la surface. Il s'y rend et Rowan utilise la force pour sortir le sabre Kyber de la lave. Il n'avait pas été détruit. Il s'en servit pour alimenter leur nouveau vaisseau et se rendirent sur Andorre. Le harpon était assez puissant pour passer au travers du bouclier de l'étoile de la mort. Ils se posèrent dedans, mais furent très vite capturés. Ils réussirent à s'échapper et Rowan partit de son côté pour affronter une bonne fois pour toutes MOC. Dans le cœur de la seconde étoile de la mort, leur duel commença, mais la puissance du gros cristal maintenait MOC en sécurité. Rowan utilisa son lien puissant avec le Kyber pour attirer le cristal géant à lui. Il finit par le détruire et MOC avec. Il était maintenant seul au cœur de l'étoile noire, qui allait être détruite tout peu, mais Cordy et Xander arrivèrent à temps et récupérèrent Rowan juste avant que Lando et Wedge fassent sauter la station. Ils célébrèrent, comme tous les autres, la fin de Sidious dans le village Ewok. Et pendant la fête, Rowan fit une démonstration de son pouvoir à Luke. Et ça s'arrête là. On comprend que plus tard, Rowan deviendra sûrement un apprenti de Luke, ou quelque chose comme ça. Mais on ne le saura pas. À part peut-être si... La série All Star, annoncée peu après la sortie de Solo, est un spin-off de la série Les Freemakers. Le premier épisode est un enchaînement de plusieurs courts-métrages disponibles sur YouTube. Dans chaque partie, on y découvre Roger qui nous parle de son autobiographie des tranchées à l'atelier, dans laquelle on apprend qu'il a participé à la bataille de Naboo, celle de Geonosis, et comment il a inventé le concept de Ugly, dont je parlais plus tôt, avec un jeune humain corélien, Pace, ami de Han Solo. On y apprend aussi qu'il avait failli faire rater une mission à Cassian Andor et K2SO. Et d'autres histoires parfois pas terribles, mais la dernière est la plus intéressante. Elle se passe 1 an après l'épisode 6, pendant la bataille de Jakku, et on y apprend que les Freemakers ont participé avec la lieutenant Valeria et que Rowan s'est beaucoup amélioré sur ses pouvoirs, capable de porter un demi-destroyer avec la force, rien que ça. À la toute fin de l'épisode, on apprend que Xander a eu une fille, Moxie, et que Cordy est devenue sénatrice de la Nouvelle République. L'épisode se termine avec Leia qui propose à Moxie de s'engager dans la résistance. Le deuxième épisode se passe environ en l'an -13, avant le film Solo. On y revoit Pace, le Corélien, accompagné de Han, et en parallèle, on y suit la jeune voleuse, Lena, qui fait la rencontre de Chewbacca dans la Lode Kafren, où elle suivra Chewbacca sur Kesmandi, où le Wookiee fut capturé par l'Empire, qu'on retrouvera plus tard dans Solo sur Mimban. Les deux personnages se retrouvent finalement sur Kesmandi. Troisième épisode, Pace et Lena font équipe avec Lando pour se faire un peu d'argent, mais suite à un conflit avec l'Empire, ils doivent se cacher, et Lando leur propose une cachette sur la roue, dans un hangar où ils devaient trouver un nouveau nom. Et Lena proposa Freemaker. Pendant 3-4 ans, ils vécurent tranquilles et eurent 2 enfants, Xander et Cordy. Mais un jour, le Faucon Millennium est de retour dans le hangar, mais ce n'est pas Lando le propriétaire. Heureusement que Lena connaissait Chewie parce que Pace détestait Han après un sale coup. Han négocia de l'aide pour trouver une pièce rare qu'on trouve dans les Lucre Hulk, séparatistes de la guerre des clones. Vous commencez à comprendre où ça nous mène. Sur Ortelarum, ils réactivent par accident les droïdes, ce qui réveille une bête de Zillo. Ils fuirent jusqu'au Faucon, suivis par un droïde B1 qui monta à bord avec eux, qui deviendra leur fidèle compagnon, Roger. Le 4e épisode se passe aux alentours du réveil de la Force. On y apprend que Grabala a enfin fondé son hôtel sur Cantonica et en ici Moxie en mission pour la résistance en reconnaissance dans les anciennes bases rebelles telles que Yavin, Krayt, Atalon ou Hoth. Et le tout dernier épisode se passe en parallèle des événements des derniers Jedi. On y verra les actions de Finn ou encore Rey. Ça va faire depuis 2020 que Lego nous propose chaque année des petits films d'une 40aine de minutes, totalement parodiques, sans vrai fond sérieux.
Dans le premier, thème de Noël, pas grand chose à dire, mais dans celui sur Halloween, on y retrouve Grabala sur Mustafar qui tente de construire un nouvel hôtel, et dans l'épisode sur l'été, on y retrouve Valeria en mission avec Obi-Wan, juste après la série sur lui. Et dans une autre histoire, Wick Cooper, le riche personnage dont je n'ai pas beaucoup parlé dans la vidéo, mais qui est très présent dans la série. Mais bon, finalement on s'en fiche de tout ça, rien de toutes ces histoires, Freemaker ou autre, n'est canon. Malgré que ce soit un projet Lego qui ne peut donc pas être considéré comme canon, certains éléments ont été canonisés dans différents médias. Par exemple, pour commencer, la lieutenant Valeria a été canonisée dans le jeu Squadron à travers le descriptif d'une couleur de peinture pour les vaisseaux de l'Alliance. C'est subtil mais ça canonise. Plus subtil encore, toujours sur Squadron, on y voit Hera qui aborde la tenue qu'elle avait dans la version Lego. La présence de Hondo chez Maz Kanata est confirmée d'une certaine manière dans Battlefront 2. En effet, si vous vous baladez dans le palais de Maz, vous pourrez trouver dans une chambre un portrait de Hondo montrant sa présence à un moment dans le château. La planète Kesmondi, où Chewbacca se fait capturer, est canon, et l'événement en lui-même l'est. Il est dit que Chewbacca a été fait prisonnier sur cette planète à un moment entre l'épisode 3 et Solo, ce qui correspond à All Star. La roue, qui existait déjà dans le Legend et qui apparaît pour la première fois sous l'ère Disney dans les Freemakers, a été introduit dans le canon dans le comics Star Wars Adventure, l'œuf perdu de Livorno disponible dans ce tome chez Delcourt. Le pouvoir de Rowan, qui vise à construire et reconstituer des objets à partir de la Force, est canon. Déjà dans la série Vador de 2017, Vador reconstitue en petite partie le reste du vaisseau de Jocasta, et plus tard dans Vador Immortal, Dark Vador utilisera la Force pour rassembler le reste d'une statue de Lady Corvax. Mais la plus flagrante des utilisations, c'est récemment dans le jeu Jedi Survivor. Sans spoil, Meryn utilise des nouveaux pouvoirs, et l'un d'eux lui permet de reconstruire des objets, voire des bâtiments. Mais le média qui canonise une grosse partie de la série, c'est le beau livre Droidographie. Un livre in-universe, donc qui existe dans l'univers Star Wars, est un livre écrit à la première personne par Roger, qui fait une liste des droïdes, mais au travers des références, il canonise beaucoup d'éléments de la série. Là, je vais faire une liste de tous les éléments de la série qui sont canonisés dedans. Pour commencer, presque toute la famille Freemaker, Rowan, Cordy, Zander, Moxie, Pace, mais pas Lena, sont canonisés. Roger, bien sûr, c'est le narrateur, Grabala le Hutt, Jack 14, N3R0, Fixer et BL0X, des droïdes de Jack, sont canonisés. MOC, avec une superbe image, est canonisé. Ça c'est pour les personnages, mais certains événements comme la bataille de Nalnapok, la révolte des droïdes sur Zo, l'infiltration du vaisseau de Grabala et la collecte d'un Crystal Kyber sur Ningot sont canonisés, ainsi que l'attaque de Coruscant. Et indirectement, beaucoup de petits événements de la saison 1. Certains lieux sont aussi canons maintenant, Ortelarum et Belgaroth. Roger canonise au passage sa biographie des tranchées à l'atelier, et il y a peut-être d'autres éléments qui ont été canonisés, mais je les ai sûrement ratés. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que ce projet autour de la famille Freemaker est génial. Malheureusement, elle n'est plus disponible sur Disney+, pour des raisons inconnues. Vous pouvez trouver le DVD de la saison 1 en VF, mais la saison 2 n'existe pas en français. Et pour la série All Star, elle est introuvable, à ma connaissance. Que ce soit en numérique ou en physique. Et le beau livre Droidographie n'est sorti qu'en anglais. Bon courage à ceux que ça intéresse. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et que la force soit avec vous.